Merci d'être venus si nombreux dans ce temps qui est un temps d'épreuve, de tempête. Et nous sommes là au chaud, heureusement, pour parler du héros, de ses aventures. Bienvenue à cette première conférence de la Fabrique des idées de la compagnie Caractère, en résidence à la Ferme des Jeux. Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver pour ce premier moment de dialogue. Et ce moment est un moment qui va être une traversée, en tout cas c'est un voyage auquel j'aimerais vous inviter. Il me semble que nous vivons, comme le disait Brecht, des temps sombres. En tout cas, même si certaines victoires récentes et inattendues, qui ne vous aura pas échappé, je pense, se profilent. On entend beaucoup, aujourd'hui, que sont nos héros devenus? Reste-t-il des héros? Que sont nos modèles devenus? Quelles sont les références, les valeurs? Quels sont les horizons que nous pouvons avoir dans ce monde, dans cette société, dans cette époque-là? Et il me semble, je l'avais dit peut-être pour ceux qui étaient là à la présentation de saison, que l'une des questions qui nous habite est celle de l'avenir, de l'horizon. Et on ne peut pas penser à un horizon, en tout cas on ne peut pas penser à un après, sans penser à un dépassement. Et sans doute que le héros, s'il nous fascine tant, si nous aimons tant les héros de romans, les héros de films, les héros de bande dessinée, puisque bien sûr la fiction produit des héros. La fiction est le lieu naturel des héros et de ses envers, les méchants. Et depuis que le monde est monde et que les histoires se racontent, eh bien, les histoires sont peuplées de figures héroïques. Oui, mais qu'en est-il des héros dans le monde? Et des héros qui servent de référence à un moment donné. Donc, pour penser à un après, pour penser donc un présent par rapport à un après, pour tenter de créer une perspective, c'est-à-dire d'arriver à nous projeter, sans doute nous faut-il avoir des figures de dépassement que sont ces héros, et ces héros dans notre temps et dans l'histoire. Donc, c'est une brève histoire de l'héroïsme à laquelle j'aimerais vous inviter, et une autre histoire, puisque on pense souvent bien les choses par leur contraire. Il existe des figures héroïques qui sont des figures positives référencées, qui sont des sortes de phares, comme le dirait Baudelaire, parce qu'il invoque pour le coup des poètes, des peintres. Il existe des phares, et il existe des phares qui projettent une lumière plus sombre, plus crépusculaire, et qui peut-être nous aident à comprendre certaines parts de nous-mêmes. Et donc, je vais vous proposer, pour ce premier temps ensemble, un parcours avec différents moments, différentes figures de héros, qui systématiquement seront pensées par terme, ou plutôt par couple. C'est-à-dire avec un envers, une face solaire et une face obscure. Côté obscur, qu'on a vu justement dans la fiction, eh bien ce côté obscur-là, peut-être nous permettra-t-il de comprendre certaines des questions du présent. Et après ce premier temps, qui est le temps d'aujourd'hui, après cette traversée, nous entamerons un voyage avec certaines figures que vous avez devant vous dans ce programme. Macbeth, Don Juan, les liaisons dangereuses avec Merteuil et Valmont, Lorenzaccio, Cyrano, Joseph K, figure de Kafka qu'on trouve réduit à une initiale, K, dans le château, et puis, on verra pourquoi, Orson Welles, qui pour moi représente une sorte d'incarnation de cette trajectoire de l'héroïsme, qui part d'un héros en majesté, d'un héros en puissance, d'un roi, et qui aboutit à un bouffon. Alors aujourd'hui, c'est le temps du panorama, c'est le temps du tour d'horizon, justement. Et commençons peut-être par nous demander ce qu'est un héros, tout simplement. Un héros, c'est une figure extraordinaire. Ça peut paraître simple, mais ça suppose donc un état ordinaire, une définition ordinaire de ce qu'est un certain état de l'humain dans une société donnée. On pourrait donc dire qu'un héros suppose trois dimensions. D'abord, une nature héroïque particulière, un trait de caractère ou, comme le dit d'ailleurs l'origine, l'étymologie, une naissance. Puisque le héros, vous le savez sans doute, c'est d'abord un demi-dieu. C'est d'abord, dans l'Antiquité grecque, celui qui est né des amours d'un dieu ou d'une déesse et d'un mortel. Donc c'est un croisement. C'est un croisement entre deux polarités, ce qui lui donne à la fois le dépassement du dieu et la faiblesse de l'humain. C'est ce qui est très intéressant dans le héros, c'est évidemment ce mélange, ce contraste entre la faiblesse, entre la faille. Même Achille, le premier des héros, a son talon bien nommé, c'est-à-dire celui qui fait qu'il a une faiblesse. Il a été trempé, vous vous en souvenez, par sa mère dans l'eau
du Styx, qui l'a rendu invincible à toute flèche, à toute blessure, sauf en un point exactement, et ce point-là, c'est le point précisément par lequel il va périr. Donc, le héros, par nature, est ce mélange. Il y a une phrase d'ailleurs de Vigny, dans La mort du loup: borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Donc l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Eh bien, on pourrait dire que le héros est un dieu qui n'est pas tombé, mais un dieu inachevé, un dieu parcellaire. Et à cette étincelle de divin et à ce pouvoir, eh bien, se mêle cette faille. Donc une nature, c'est ce qui caractérise le héros. Évidemment, la première dimension, la qualité la plus fréquente, c'est d'abord le courage. C'est-à-dire que ce qui caractérise le héros, c'est la capacité d'affronter la mort, d'affronter sa propre mort. Et sans doute qu'une civilisation qui n'est pas capable d'affronter sa propre mort a déjà un problème avec l'héroïsme. Quand la mort, comme le dit le philosophe Michel Foucault, devient une chose qui disparaît, une chose qu'on cache, une chose qu'on ne voit plus, une chose qu'on n'est pas prêt à affronter, eh bien, sans doute que déjà la notion même d'héroïsme, qui consiste à pouvoir exposer sa vie pour défendre une cause plus grande que soi, eh bien, sans doute que l'héroïsme est déjà en péril. Donc, une nature extraordinaire, une qualité extraordinaire, en général le courage, en tout cas dans un certain type d'héroïsme que nous allons évoquer. Ensuite, évidemment, des actes, des exploits. C'est-à-dire que si le héros a un nom, il est souvent d'une certaine naissance. On dit d'ailleurs dans l'Odyssée, dans l'Iliade, fils de Néoptolème, fils d'Achille, le fils d'Hector, le fils de... Donc le héros s'inscrit dans une généalogie, il a une histoire, il a une naissance, il a une origine. Mais à ce nom s'ajoute un renom. Et ce renom, c'est ce qui redouble le nom, sans jeu de mots. C'est-à-dire que le renom, c'est la réputation, c'est ce qui fait que le héros va mériter sa naissance. Parfois, on dira de certains personnages, tu ne mérites pas ton nom, tu ne mérites pas ta naissance, tu ne mérites pas ton rang. Et nous connaissons de ces gens qui ont un nom sans mériter leur naissance et sans mériter leur nom, et qui, comme le dit Figaro, n'ont fait que se donner la peine de naître. Autrement dit, qu'ils n'ont rien fait d'autre que d'exister, d'être dans le monde, sans rien conquérir. Puisque le héros, à ce nom-là, ajoute des exploits et des actes. Ce qu'on retient d'un héros, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'un héros s'actualise et se réalise dans la réalité. Deuxième chose, des exploits, des actes. Troisième dimension fondamentale du héros, une situation critique, une situation extraordinaire, qui fait que le héros va devoir, d'une certaine manière, jaillir parfois de l'anonymat, de la foule, au contraire de la masse d'autres héros. En tout cas, il va devoir accomplir quelque chose d'exceptionnel. Et ce statut d'un héros qui a une nature autre, une nature supérieure, des qualités spécifiques, qui est capable d'affronter la mort pour une cause, la sienne ou celle de la cité, qui va accomplir des exploits qui resteront dans la mémoire. Un héros, c'est quelqu'un dont on se souvient. Vous savez, dans tous les villages de France, ici à Volpénil, comme dans les autres villes, vous avez un monument aux morts. Vous avez les noms. Vous avez les noms. Le nom qui reste. C'est peut-être ça, un héros, c'est un nom qui reste, et un nom qui traverse le temps. Et c'est un nom qui a permis de braver certaines circonstances. On trouve aussi l'appel du 18 juin 1940, avec le nom du général de Gaulle, un acte fondateur. Voilà pour quelques dimensions qui peut-être nous permettent de comprendre ce qu'est une certaine forme d'héroïsme. Maintenant, on va voir ensemble des jalons, des moments, avec ce que j'ai appelé cette double histoire de l'héroïsme. Le premier temps, on a déjà commencé à en parler en fait, puisque c'est de là que vient la notion même de héros, c'est le temps antique. Le moment antique, le moment où les héros étaient directement liés aux dieux. C'est-à-dire que ces héros, eh bien, ce sont ceux qu'on trouve dans l'Odyssée, dans l'Iliade, ce sont ces grandes figures qui sont plus que des géants, qui nous dépassent de 1000 têtes. Si vous prenez le théâtre antique, le théâtre en particulier Échille, les premières pièces grecques, eh bien ce théâtre-là est un théâtre qui nous semble traversé de démesure. C'est d'ailleurs une des choses qui caractérise à la fois le héros, l'hubris, c'est la démesure, c'est la meilleure traduction possible, c'est quelque chose qui dépasse la mesure. Et ce dépassement de la mesure est à la fois un danger, puisque c'est ce que les dieux vont punir, et c'est en même temps ce qui va donner au héros sa particularité. Alors si on prend à ce moment-là, ce moment antique, le code de valeur, ce qui définit un certain moment de l'héroïsme, c'est ce code de valeur, en l'occurrence aristocratique. On va voir que ce code de valeur, c'est important pour nous de le penser, parce que c'est une dimension qui est devenue différente aujourd'hui. Ce code de valeur aristocratique va durer pendant longtemps, très longtemps. Et il reste encore pour nous, sans doute, une toile de fond
avec laquelle notre société démocratique a encore maille à partir. C'est-à-dire que l'idée de la société aristocratique, c'est l'excellence. C'est une forme d'excellence qui donc dépasse la norme. Un aristocrate, j'entends dans le terme même, c'est celui qui fait preuve d'une certaine différence, d'une forme de supériorité. Alors comment penser l'héroïsme dans une société démocratique où la norme est censée être l'égalité? On voit déjà que la question est particulière et complexe. Et on va voir qu'il y a certaines solutions à certains moments. En tout cas, dans cette société aristocratique, le héros est cet homme, en l'occurrence par exemple Achille, prenons le premier héros d'un des premiers textes de l'Occident, l'Iliade. Achille, ça commence avec la colère d'Achille. Et Achille est grand à la fois par sa puissance, par sa force, c'est le plus grand des héros grecs, et par sa colère. Il est grand en tout. Le héros est grand en tout. Il est dans la démesure en tout. Grande colère d'Achille qui risque de mener à la défaite. Donc Achille, figure de la puissance, de la force, en même temps de cette espèce de rage. Et j'aimerais tout de suite opposer à Achille, c'est d'ailleurs ce que je vous ai proposé dans le petit texte que j'ai écrit, la figure d'Ulysse. Ulysse n'est pas frontal. Ulysse est l'homme de la tangente. Ulysse, son épithète grec, c'est polytropos. Polytropos, ça signifie plusieurs tours. D'ailleurs, c'est traduit par l'homme aux 1000 tours. C'est l'homme aux 1000 tours et aux 1000 détours. C'est l'homme qui ne va jamais braver en face les choses. C'est l'homme qui va dire au cyclope qui essaie de l'empêcher de sortir, mon nom est personne. Ce qui fait que quand le cyclope va dire on m'a attaqué, on va dire mais qui t'a attaqué? Il va dire mais c'est personne, c'est personne. C'est l'homme de la ruse, Ulysse. C'est l'homme qui va prendre des chemins détournés. Donc, deux figures déjà qui s'installent avec les deux épopées majeures que sont l'Iliade et l'Odyssée, Achille et Ulysse, l'attaque frontale et le détour, la tangente, la ruse. Je vais vite parce qu'il s'agit simplement là de poser des jalons. On pourrait parler déjà de cet héroïsme antique fort longtemps, de ses variantes, de ses complexités. Et vous noterez bien sûr qu'un héros est un héros de la force et du courage, l'autre un héros de l'intelligence. D'ailleurs, le lien particulier de Ulysse à un dieu est un Athéna, la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Premier moment donc, héros antique, Ulysse, Achille. Deuxième temps, c'est le héros qui, cette fois-ci, est passé par le monde chrétien, par l'avènement du christianisme, et au héros de la guerre, qui était le héros antique, s'oppose désormais un héros de la paix, et ce héros de la paix, c'est le saint. Modèle très différent que celui du héros guerrier, qui va vaincre les armes à la main, et qui va être dans cette espèce de domination et de conquête, jusqu'à proposer sa mort ou celle des autres. Le saint, lui, à l'inverse, est un héros de la paix, celui qui, par son exemple, et par son sacrifice, mais cette fois-ci non pas au détriment de l'autre, mais pour l'autre, par amour pour l'autre, va mériter quoi? Eh bien le salut, d'abord le sien, mais par contre-coup celui des autres. Ainsi, on a une sorte d'inversion par rapport aux valeurs. Et effectivement, le geste du christianisme premier est cette inversion-là. Les premiers seront les derniers seront les premiers. On a une inversion de ce qui a été le code aristocratique guerrier de l'héroïsme. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour? Qu'est-ce que cet amour de Dieu? Et là, à par exemple la figure de Julien l'Hospitalier ou d'autres figures de saints qui sont dans la générosité au point eux-mêmes de se perdre, ce sont ceux qui sont capables de donner leur manteau et de le couper en 2, en 4, en 8, jusqu'à finir nu, à mourir de froid pour sauver les autres. Figure qu'on retrouve chez l'abbé Pierre, figure qu'on retrouve chez toutes les figures de saints modernes, d'accord, avec ce geste de générosité, cette abnégation. Eh bien, cet amour, qui est l'amour de l'humanité, on peut le trouver sous une autre forme, et c'est la figure cette fois-ci que j'appellerais nocturne, de l'amour et de la figure du saint, et c'est une figure de fou. C'est un fou d'amour, comme dirait Aragon, fou d'amour. Amour fou. L'amour fou, c'est par exemple celui de Tristan, dans Tristan et Iseult. C'est-à-dire que son amour n'est pas l'amour de l'humanité, ce que dira Don Juan, je te donne pour l'amour de l'humanité, ça n'est pas toute l'humanité, c'est l'amour d'une femme. Et pour cette femme, cause d'une femme, Tristan va tout faire, par amour. C'est d'ailleurs une version de Tristan et Iseult. Vous savez que Tristan, parce qu'il voit ce filtre d'amour sur un bateau, tombe amoureux fou de la femme qu'il ne devait pas aimer, Iseult, qui est la femme de son souverain, donc la femme interdite, la femme à laquelle il n'a pas le droit.
eh bien, c'est cette femme-là qu'il va aimer d'amour fou. Et pour cet amour-là, ils vont se replonger dans une sorte de paradis d'avant Dieu, dans une forêt, et s'aimer comme ça, et s'aimer jusque dans la mort. Puisque de leur tombe mise à côté, sortira de la tombe de Tristan un lierre qui ira dans la tombe d'Iseut. Et le roi fera couper ce lierre et ça ne marchera pas, puisque le lierre repoussera, jusqu'à ce qu'au bout du compte, ils acceptent que, même par-delà l'amour, même par-delà la mort, l'amour est plus fort et l'amour dure. Donc cette folie d'amour, qui d'une certaine manière est au-delà du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'innocence qui est retrouvée alors qu'ils sont dans le péché, puisque c'est la femme interdite, eh bien, c'est comme si l'amour divin avait été déplacé, puisque qu'est-ce que le filtre, sinon une forme de nécessité qui n'est pas du fait des hommes, ce n'est pas leur faute si Tristan et Iseut s'aiment. C'est une forme de fatalité. Donc, deux formes d'amour, dirais-je, et deux formes peut-être d'héroïsme, et l'héroïsme a sans doute à voir, et c'est pour ça qu'il nous fascine, avec une forme d'infini. Ici, c'est l'infini de l'amour. Troisième temps, et là, c'est un temps extrêmement intéressant, c'est un moment extrêmement intéressant, on parle de moment historique, c'est un moment qui croise les deux formes précédentes d'héroïsme. C'est-à-dire que si vous croisez le guerrier et le saint, vous obtenez le chevalier. Le chevalier, c'est cette figure particulière qui, pour faire advenir le royaume de Dieu, va prendre les armes et en même temps tenter d'établir la paix sur terre en défendant la veuve et l'orphelin, mais également en portant le fer partout où il va. Pensons à Roland, dans la chanson de Roland. Pensons évidemment au chevalier de la table ronde, à Arthur, et à tous les autres qui sont dans cette quête, puisque le héros est en quête de quelque chose, en l'occurrence le Graal, la perfection, quête. Quête, horizon, donc projection. À ce héros-là, qui n'est pas sans tâche, pensez là aussi, encore figure d'adultère, Lancelot, il existe des chevaliers qui ont commis des fautes. Mais en tout cas, le chevalier est censé être sans peur et sans reproche. La peur, c'est la bravoure, et l'absence de reproche, c'est la dimension de la sainteté. Donc entre les deux, entre le guerrier et le saint à la fois. Mais cette figure de chevalier, qui est une forme aristocratique par excellence, c'est vraiment le noble, le seigneur, qui va protéger dans son village ceux qui risquent de se faire attaquer, qui va protéger les faibles, eh bien, il a son envers négatif. Et là, à nouveau, à cette face solaire du chevalier, j'opposerai la figure du tyran et du tyran aristocratique. Évidemment, et là on arrive à ce qui sera l'objet de notre prochaine rencontre, c'est Macbeth, c'est-à-dire la figure du tyran et du tyran féodal. Celui qui, comme le dénoncera plus tard Voltaire dans un texte qui s'appelle « Le droit du Seigneur », se croit tout permis, y compris celui de violer les femmes, de tuer ses rivaux, etc. Tout est permis, et tout est permis pour accéder à une place qui n'est pas la sienne. Puisque, tout de même, on a commencé par dire que le héros avait par nature une différence. Quelque chose qui le rendait exceptionnel. Et qu'est-ce qu'un tyran? Un tyran, c'est un usurpateur. C'est celui qui prend une place qui n'est pas la sienne. Vous prenez d'ailleurs Oedipe Roi, la pièce d'Oedipe Roi s'appelle en grec Oedipe tyran. Pas parce que Oedipe a un pouvoir excessif, mais parce qu'il a pris une place qui n'était pas la sienne. Donc le tyran, c'est l'usurpateur, qui en plus va être despotique, c'est-à-dire exercer son pouvoir de façon abusive. Et que fait Macbeth? Dès lors que là aussi, par une forme d'étrange fatalité, des sorciers lui disent qu'il sera roi, tout de suite, instantanément, Macbeth pense au meurtre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le temps d'un projet, que, immédiatement, il se projette dans le crime, et il devient tyran, et toute l'histoire de Macbeth, c'est la manière dont le mal s'incarne, et dont, en l'occurrence, un homme va se changer en tyran. Donc, vous me direz, oui, mais est-ce que c'est de l'héroïsme? J'en bégaye, parce que c'est quand même, c'est scandaleux de dire que Macbeth est un héros. Eh bien, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une grandeur dans Macbeth. Il y a une grandeur parce qu'il va jusqu'au bout d'un projet, et qu'il meurt les armes à la main, signe de courage, seul, au milieu de tous les autres qui se pressent autour de lui et l'attaquent, et que cette manière de faire face à la mort est une manière héroïque. Et que si on peut haïr Macbeth, on peut difficilement le mépriser.
si on est précis dans les passions envers les personnages. C'est-à-dire que cette forme de grandeur-là peut, d'une certaine manière, nous fasciner, autant évidemment qu'elle peut nous repousser. Je ne dis pas que Macbeth est un héros du bien. Je dis simplement qu'il ne perd pas toute sa dimension héroïque dans cette figure qui est une forme de défi. Et peut-être que le défi est encore une des marques de l'héroïsme, cette manière de dire au monde sa propre loi. Héros antique, héros chrétien, héros chevaleresque. Quatrième moment, ce que j'appellerais le héros classique, c'est-à-dire le moment où la figure du grand seigneur se constitue. Et ce grand seigneur, en fait, il est passé auparavant par une certaine étape. Et entre les deux étapes que je viens de vous dire, je vais en rajouter une, qui va commencer à ouvrir une autre ligne, avec l'idée d'un héros collectif. Mais, donc je dis qu'il y a le héros classique, seigneur, mais à peu près, un tout petit peu avant, il y a l'apparition d'un héros national. Et ce héros national, il matine, il mélange à la fois la figure du noble, de l'aristocrate, donc celui qui est un individu d'exception, et celui qui en même temps va défendre toute une collectivité. Et évidemment, nous, Français, pensons à Jeanne d'Arc, qui est une femme, me direz-vous. Oui, ça ne nous a pas échappé. Et il est vrai aussi que cette histoire de l'héroïsme est une histoire, je le dis, de l'héroïsme masculin. Il y a bien sûr une histoire de l'héroïsme féminin, qui va de Médée, Antigone, qui passe par Jeanne d'Arc, qui va, on peut aller jusqu'à Simone Veil, Mère Teresa, enfin on peut absolument constituer une histoire de toutes les figures féminines de l'héroïsme, et ce serait l'objet, peut-être, d'un prochain cycle, que nous n'anticiperons pas pour l'instant. Pour l'instant, je reste sur un code de valeur qui est le code de valeur masculin, puisqu'on parle des héros de la guerre, et on parle de cette lignée-là. Pourtant, et c'est un des paradoxes assez fascinants de notre histoire, Jeanne d'Arc est un homme de guerre. Il est fou qu'une jeune femme, bergère, apparemment analphabète, puisqu'elle signe une croix, qui n'a jamais monté à cheval, qui ne prend pas les armes, soit celle qui a réussi le sursaut national et à faire que l'Angleterre soit, pas tout à fait boutée hors de France, mais en tout cas maintenue à la lisière. Donc, avec Jeanne d'Arc, ce qui est extrêmement intéressant dans cette figure d'héroïsme, ce sont tous les paradoxes. Vous pouvez vous faire de Jeanne d'Arc tout ce que vous voulez en termes de lecture de l'héroïsme. Soit c'est une sainte qui est portée par l'Église, oui, mais en même temps elle a été brûlée par l'Église. Soit c'est une figure populaire, puisque c'est une bergère. En même temps, elle est chef de guerre. Donc vous pouvez vous faire absolument avec Jeanne d'Arc ce que vous voulez comme interprétation. C'est une figure très plastique d'héroïne nationale. C'est pour cela qu'elle a pu être récupérée d'abord par l'extrême gauche, comme celle qui défend la patrie, jusqu'à aujourd'hui par l'extrême droite, qu'elle peut être récupérée par la République laïque, elle a été canonisée par l'Église, etc. Donc, c'est un mythe extrêmement complexe, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler si un jour nous travaillons sur le sujet, par des films ou des spectacles. Le mythe de Jeanne d'Arc est assez passionnant à cet égard. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette notion de héros national, c'est-à-dire comment dans une figure qui n'est plus seulement la cité, qui n'est plus seulement un groupe, qui n'est plus seulement une caste, qui n'est plus seulement un village ou un domaine, mais qui est une nation, et une nation qui se construit par la guerre avec d'autres nations, parce que c'est comme ça, hélas, que les nations sont nées, et bien comment, en une figure, s'incarne une nation. Il y a un pendant négatif là encore, c'est-à-dire que à cette lumière de Jeanne d'Arc, il y a à côté d'elle une figure d'obscurité totale, qui a été souvent pointée avec beaucoup d'étrangeté, et c'est la figure de Gilles de Rais. Gilles de Rais, qui est-il? Eh bien, c'est ce grand seigneur qui a commis des crimes atroces. Atroces. Il a violé des enfants, il les a brûlés, des crimes absolument abominables. Il y a eu plusieurs pièces écrites sur Gilles de Rais, il y a eu des témoignages, et qui était Gilles de Rais? C'était le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Elle le traitait comme un frère. Ils marchaient ensemble. C'était un homme d'armes, un général, qui a permis de sauver aussi la France. Qu'est-ce que c'est que cette figure du crime qui est considérée par Jeanne d'Arc comme le meilleur de ses bras noirs? Donc, ambivalence, complexité du mythe, ici, et après avoir parlé de cette question du mythe national, je reviendrai sur la question nationale tout à l'heure, j'en viens à cette question de la méchanceté avec le grand seigneur. Et le grand seigneur, comme le nom l'indique,
est censée être une figure de générosité, c'est-à-dire une figure qui, parce qu'elle est grande, va donner, va offrir, dans grand, il y a grand, qui veut dire une générosité, un don. En tout cas, c'est ce que le terme de cœur signifie. Le cœur, quand on a écrit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» le cœur n'est pas simplement le courage, mais c'est la générosité au sens du don de soi, et du don de soi pour des causes qui nous dépassent. Ce que Descartes évoque quand il parle du généreux cartésien. Le généreux, c'est celui qui peut donner de sa personne. Bon. Eh bien, par exemple, Rodrigue, as-tu du cœur? Oui, celui qui a du cœur, c'est Rodrigue, c'est-à-dire le Cid. Cette figure qui est capable de renoncer à son propre amour pour l'honneur, une valeur qui le dépasse, et qui en plus va sauver la patrie, en l'occurrence l'Espagne, d'une conquête. Donc là, on a un mélange de Roland, enfin on a beaucoup de figures héroïques, avec ce Cid qui, comme on le sait tous, est pour nous une figure absolument archétypale du héros en plus, on a plus ou moins Gérard Philippe en tête, enfin on a ces grandes figures voilà, héroïques et juvéniles en même temps. Le Cid est espagnol, comme Don Juan. Don Juan, envers négatif du Cid. Don Juan, figure non plus de l'amour, mais de la séduction. Figure du défi. Figure qui, parce qu'il dit non à un certain ordre, et qu'il dit non à toute forme de lien, il refuse toute forme d'engagement. Le mariage, la religion, la famille. Donc par défi et par refus du lien et donc de l'obligation, Don Juan part dans une conquête, et comme il le dit chez Molière en l'occurrence, je voudrais qu'il y eût d'autres mondes pour lui porter mes conquêtes, comme Alexandre. Là aussi, vous me direz, mais en quoi Don Juan est-il un héros? Don Juan séducteur, Don Juan dont le plaisir est de séduire des femmes et de les faire chuter? Oui, certes, mais il y a de l'infini chez Don Juan. Et Don Juan non plus n'est pas méprisable. Je vous donne un exemple, je parle en termes d'héroïsme. Un exemple. Don Juan, dans une scène, juste après la scène du pauvre, le troisième acte, donc il y a un pauvre qui lui demande l'aumône, et il défie ce pauvre de jurer. Il dit, jure, blasphème Dieu, insulte Dieu. Non, je ne peux pas, je te donne un sou pour l'amour de l'humanité. Juste après cette scène où Don Juan est montré comme quelqu'un qui blasphème, qui insulte, que dit Don Juan? Là, je vois trois hommes en train d'attaquer un autre, la partie part trop inégale. Et Don Juan, qui ne connaît pas cet homme qui se fait attaquer, se jette pour sauver l'homme à 2 contre 1. Ce geste-là est héroïque. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il reste quelque chose du code de valeur aristocratique, qui est qu'on doit porter secours à quelqu'un qui est dans le code. Il en reste quelque chose, y compris chez ce séducteur, qui ne retient aucun engagement. Ce qui est fascinant avec toutes ces œuvres, c'est qu'elles sont toujours plus complexes qu'une lecture simplement morale. Et c'est peut-être cela qui nous permet de comprendre la complexité, la plasticité de l'héroïsme, en tout cas ses métamorphoses. Grand seigneur, sauveur, le Cid, grand seigneur méchant homme, comme le dit Sganarelle dès la première scène de Don Juan. On arrive ensuite, après ce moment classique qui correspond à peu près à la première partie du XVIIe siècle, qui est le moment où le Don Juan historique a existé, eh bien, enfin en tout cas qu'il a été thématisé, si on passe à la fin du siècle suivant, c'est-à-dire au moment révolutionnaire français. Ici se cristallise la tension entre un héros qui va devenir le héros du peuple, et même, donc non plus seulement le héros national, le héros du peuple, c'est-à-dire un héros qui est issu non plus de l'aristocratie, mais d'une autre catégorie sociale, la catégorie qui est en dessous, le peuple en général. Mais j'irai même plus loin, le héros désormais, c'est le peuple. Et c'est la première fois qu'apparaît cette notion de héros collectif. Alors, elle a existé, par exemple, vous prenez chez les Grecs, avec ce film atroce qui s'appelle 300, vous avez peut-être vu, qui est un gros film de guerre. Vous avez 300 soldats grecs, en l'occurrence, spartiates, qui vont réussir, en se sacrifiant, à sauver eh bien, la Grèce. Bon, donc il existe des héros collectifs, mais là c'est très différent. Avec la Révolution française, se produit 2 choses. D'abord, il existe désormais des héros qui sortent, qui émanent du peuple. Confère Figaro. Figaro, dans le mariage de Figaro, est le premier personnage de ce rang-là, alors que dans la pièce, il y a des personnages aristocratiques, qui est le plus long monologue du théâtre classique. C'est le plus long. Et qui est donné à un homme qui, lui, vient de rien, vient de nulle part. Donc ce geste-là, déjà de la part
de Beaumarchais est révolutionnaire. Le fait de donner la parole au peuple sur scène. Et le fait de raconter comment cet homme n'a pas sa place dans le monde. Que vous raconte Figaro dans son monologue? Il vous dit « J'ai tout fait, j'ai été Barbie à Séville, on fait la pièce précédente, j'ai essayé d'être médecin, et puis je n'ai pas ma place. » Que demande Figaro? Sa place. Que dira Seyès dans le très célèbre texte « Qu'est-ce que le tiers-état » Qu'est-ce que le tiers-état? Rien, tout. Qu'a-t-il été jusqu'ici dans l'ordre politique? Autrement dit, en quoi est-il représenté? Rien. Que demande-t-il? À être quelque chose. Ce quelque chose qui est demandé par la figure du peuple, eh bien c'est déjà ce que 5 ans avant la Révolution, quelques années avant, Figaro demandait déjà, sa place. Et la place qu'il demande, c'est précisément la place qu'il a avec sa femme pour ne pas se faire dévorer par le Seigneur. Donc, figure du peuple, à laquelle répondra d'ailleurs un peu plus tard la figure de Ruy Blas chez Victor Hugo, puisque avec Ruy Blas, vous avez un homme qui est un valet, et ce valet va devenir le meilleur des premiers ministres possibles. Pourquoi? Parce que, désormais, la nouvelle forme d'excellence n'est pas la naissance, mais le génie. Et là, c'est un basculement proprement révolutionnaire. Le fait de passer de la naissance, qui est liée à l'hérédité, au génie, qui est une forme d'élection, c'est-à-dire que vous pouvez être dans n'importe quelle classe et vous êtes génial, ce que la République transformera en mérite, d'accord? Vous avez du génie, et donc vous pouvez occuper une place qui n'était pas celle que vous aviez à l'origine. Ruy Blas est un homme génial. C'est donc le meilleur des premiers ministres, bien meilleur que ne l'est celui qui a été évincé. Là, on a bien tout l'optimisme d'Hugo qui pense que, effectivement, du peuple peuvent venir des génies et que le peuple est un salut, et que même le peuple fait l'histoire, puisque la révolution est accomplie par qui? Par le peuple, dans son ensemble, un héros collectif. Oui, mais là encore, c'est la dimension solaire de l'héroïsme. À peu près au même moment, c'est-à-dire juste avant la Révolution française, 5 ans avant, 1784, est composé un des romans les plus célèbres que nous connaissons tous, en tout cas, nous en avons vu des films, nous en avons lu, c'est Les Liaisons dangereuses. Les Liaisons dangereuses, roman fascinant, quand même fou que tout le XVIIIe siècle ait écrit des romans épistolaires, des romans par lettres, et de quoi se souvient-on? Des liaisons dangereuses. Pas de la Nouvelle Héloïse de Rousseau, pas de lettres portugaises, enfin on peut s'en souvenir, mais on se souvient des liaisons dangereuses. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce qu'elles sont dangereuses. C'est-à-dire que cela raconte la décadence et la fin d'un monde. Et quel monde? Ce monde, justement, aristocratique, où les nobles ont commencé par, d'abord, avoir leur gloire par la guerre, puis l'avoir par la chasse, puis par la cour, en brillant, et puis lorsqu'ils n'ont eu plus aucun territoire sur lequel exprimer leur supériorité, eh bien cette guerre se transforme en une guerre en dentelle, certes, mais avec l'acier de la destruction de l'autre. Le rêve de tout libertin, c'est de séduire toutes les femmes, et donc de les faire chuter, et ensuite de tuer tous les hommes en duel. Donc c'est une forme d'héroïsme noir, une forme d'héroïsme dévoyé, si vous voulez. Un héroïsme de la conquête qui n'est plus dans une forme positive, d'affirmation, de vie. Non, c'est une forme de destruction jusqu'au bout. Et il y a quelque chose chez ces personnages, chez Merteuil, chez Valmont, de terrifiant et de fascinant à la fois, de vénéneux. Dans ces personnages avec leur espèce d'ascèse, qui ne sont pas du tout simplement dans le plaisir, mais qui sont dans cette espèce de volonté de montrer leur supériorité à tout prix, y compris en renonçant, s'il le faut, au plaisir. Et le but est bien la domination. Le but n'est pas simplement le plaisir. Donc, avec ces liaisons dangereuses, on a, si vous voulez, l'espèce de poussée incandescente du héros aristocratique qui arrive à une sorte de décadence, et en face, au même moment, le héros du peuple qui se constitue. Donc, une dualité. J'avance, puisque nous aurons l'occasion de reparler des liaisons dangereuses, que la compagnie prépare, commence à travailler, puisque nous travaillons sur l'adaptation des liaisons dangereuses, et nous arrivons au moment qui nous intéresse en particulier, puisque c'est la création de la compagnie cette année, Laurentatio. Mais avant de parler de Laurentatio, il faut que je vous parle d'autre chose. On a vu cette évolution du héros, et on a vu le héros du peuple. Bon. Eh bien, après le héros du peuple, surgit une figure qui va être thématisée, qui est la figure du grand homme.
Le grand homme, tel que le philosophe allemand Hegel en parle, c'est celui qui, à un moment historique donné, va incarner le génie d'une nation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, eh bien oui, la Grèce a dominé le monde et, comme le dit Hegel, l'esprit soufflait en Grèce. Voilà. C'est la Grèce qui a donné la philosophie, qui a donné la démocratie. Donc voilà, la Grèce a, à un moment donné, non seulement au sens politique, mais au sens où Hegel l'entend de l'idée. L'idée a été grecque. Puis l'idée a été romaine. Le monde a été romain. Ensuite, le monde a été chrétien. Bref, pour Hegel, l'histoire, c'est l'évolution de l'idée, et c'est la manière dont l'idée se développe, se déploie, et comment elle progresse. Et pour lui, à un moment donné, en un homme, peut s'incarner cette idée. C'est la raison pour laquelle, lorsque Hegel, qui est professeur à Iéna, en 1807, voit passer Napoléon et les armées napoléoniennes, il dit « J'ai vu passer l'esprit à cheval ». Et les deux sont importants. L'esprit et le cheval. C'est-à-dire la vitesse et précisément le cheval qui est, vous vous en souvenez, l'animal aristocratique, puisque un cheval, c'est ce qui permet aux chevaliers d'exister. Donc, on a cette espèce de grand homme, qui est la figure, d'une certaine manière, du héros de l'histoire, si on veut, qui surgit, et Napoléon, c'est l'emblème de tous. Oui, mais le héros de l'histoire, et là, à nouveau, face nocturne, va provoquer un profond désenchantement, par sa disparition. Et là, nous touchons Lorenzaccio. Lorenzaccio, c'est la retombée du souffle révolutionnaire, c'est la retombée de l'espoir, c'est la retombée de l'idée qu'on peut changer, transformer l'histoire. Lorenzaccio, c'est un poème du désenchantement. C'est peut-être notre seule, en tout cas l'une de nos seules pièces shakespeariennes. Et c'est l'envers de l'optimisme de Hugo, avec cette idée que l'histoire progresse constamment, et que, ainsi, nous allons devenir tous frères à un moment, et qu'un jour, il y aura les États-Unis d'Europe, il avait raison là-dessus, et qu'il y aura ainsi un progrès, et qu'il y aura, comme il le dit dans un célèbre texte, une abolition de la différence entre le droit et la loi. C'est-à-dire que désormais, tout sera juste. On a là l'optimisme hugolien, qui est très inspiré du message chrétien. Eh bien, Musset, qui est l'enfant terrible du romantisme, lui, s'oppose complètement à cette vision optimiste. Non seulement l'histoire ne progresse pas, selon Musset, mais elle se répète en pire. Vous pouvez faire une révolution, vous pouvez tenter de détruire le pouvoir, le tyran, etc. Eh bien, l'histoire va se répéter et elle ne va pas avancer, elle va dégénérer. Donc, il y a dans Lorenzaccio une tension entre un idéal, une quête de liberté, et puis un sentiment que l'histoire n'est pas du tout une avancée linéaire. Musset, évidemment, écrit cela en 1834, c'est-à-dire au moment où la révolution de 1830 a, elle, impliqué un retour, selon lui, non pas à la Révolution française, mais un retour à une forme de monarchie. Et donc, la révolution est un échec. Donc, en face, en vis-à-vis du grand homme, il y a ce héros du désenchantement qui est incarné par Lorenzaccio. Lorenzaccio, je vous rappelle que le suffixe accio est négatif en italien, c'est-à-dire Lorenzo minable. C'est ça que ça veut dire. Donc le titre déjà est une insulte. Alors que c'est Lorenzo de Médicis, grande famille italienne, et que Lorenzo était une figure de poète, absolument de philosophe, promise à tous les espoirs. Et voilà pourquoi nous allons, avec la compagnie, travailler sur Lorenzaccio toute cette année, et je l'espère avec certains d'entre vous, puisque tout à l'heure nous commencerons des auditions pour les amateurs, qui seront le cœur, puisque la pièce est aussi sur la cité, l'impossibilité de la cité. Et donc, c'est important d'avoir un cœur. Et quel meilleur cœur autre que les habitants de la cité, justement. Et donc, vous, certains d'entre vous, d'autres Pénivossois et Seine-et-Marne. Donc, voilà, le cœur, la cité et un parcours de désenchantement. J'avance, puisque nous reparlerons de Lorenzaccio, et je vais cette fois-ci à la fin du siècle. À la fin du siècle, 19e siècle, moment qui est connu comme celui de la grande décadence. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons. La Grande Dépression, parce que dépression économique, certes, mais aussi sentiment d'une fin de siècle. Vous avez cela dans les œuvres de Gustave Moreau en peinture, vous avez cela avec le mythe de Salomé qui coupe les têtes des hommes, vous avez cela chez Oscar Wilde, vous avez cela avec les hommes qui font tourner les tables, les séances de spiritisme, vous avez ce moment occulte, vous avez cette fin de siècle, ce sentiment de fin de siècle qui est par exemple concentré dans une œuvre comme À rebours, dont le titre seul vous dit bien que l'époque a l'impression de remonter le temps et non plus de progresser.
il y a eu toutes les idées que le temps allait avancer, qu'il allait y avoir du progrès de l'histoire, et bien là, il semble bien que, même si la technologie se développe, l'histoire fasse marche arrière. Eh bien, il y a là aussi une sorte de dualité dans les figures de l'héroïsme en cette fin de siècle-là. Il y a un héroïsme non plus de la tangente, mais, j'allais dire, de l'underground, du monde souterrain, du monde parallèle. Je pense aux figures comme Arsène Lupin, Fantomas, vous voyez, toutes ces figures qui, dans la grande ville moderne, vont prendre des chemins souterrains et devenir des sortes de héros ou du crime, ou des héros de la contrebande, des héros parallèles, d'une certaine manière. Et là, pour le coup, la figure héroïque qui m'intéresse, c'est la figure qu'on pourrait qualifier, nous, encore de positive. C'est-à-dire la figure du sursaut, qui est représentée, à mon avis, par Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, donc la pièce est écrite en 1897 par Rostand, à la fin de l'année, et Rostand écrit cette pièce parce qu'il traverse une crise de dépression, justement. Dépression au sens, cette fois, clinique du terme. Et pour sortir de ce sentiment de dépression à la fois personnelle et de l'époque, qui va-t-il chercher? Il va chercher la figure d'un héros du début du XVIIe siècle, une figure justement de défi, d'un personnage qui a été un poète, un bretteur, un philosophe et un libertin au premier sens du terme. Pas le libertin des liaisons dangereuses, non. Le libertin philosophe. Vous savez que le libertin, à l'origine, veut dire affranchi. Libertinus, en latin, c'est l'esclave qui a réussi à se libérer. Donc c'est celui qui s'émancipe. Là encore, figure du défi. L'émancipation. Et donc, en faisant une relecture romantique de Cyrano, Rostand prend ce personnage dont le dernier mot, je vous le rappelle, est le panache. Il me reste quelque chose du moins, il a tout perdu. Sa vie, Roxane, tout. Il ne reste rien. Il me reste au moins une chose, quoi? Le panache. Qu'est-ce que le panache? Le panache, c'est la chose qui flotte au-dessus du chapeau. C'est ce qui domine. C'est ce qui vous distingue. Ralliez-vous à mon panache blanc, Henri IV. C'est la marque de distinction et d'excellence. C'est le signe aristocratique. C'est le signe du héros, qui est capable de s'exposer et de se perdre lui-même pour tenir sa parole. C'est pour ça que Cyrano continue à nous bouleverser. Vous savez que la première fois que Cyrano a été créé, il y a eu 1000 représentations. Lorsque la Comédie Française l'a refait, ça a duré 30 ans. Pourquoi est-ce que Cyrano nous émeut tellement? Et c'est une pièce que, j'espère, nous créerons dans quelques années. Eh bien, parce que c'est un sursaut de l'héroïsme en attente de décadence. Et que ce personnage-là, qui est émouvant, qui est un personnage de défi, qui est un personnage qui, à lui seul, est capable de braver l'humanité, eh bien, a cette faille. Et cette faille, ça n'est pas seulement son nez, mais c'est le regard qu'il a sur lui-même. C'est-à-dire le sentiment de sa laideur, le sentiment de ne pas avoir droit à ce bonheur-là. Et donc, avec cette figure-là, on retrouve, si vous voulez, à la fois la dimension du héros en majesté, du héros classique, du héros du défi, du héros noble, et puis en même temps, ce romantisme désenchanté. Et donc, cette figure est particulièrement bouleversante et particulièrement forte, et sans doute, je ne suis pas sûr que nous soyons sortis de la fin du siècle, sans doute que pour nous, Cyrano résonne en particulier. Si on se projette maintenant, j'avance puisqu'on reparlera de Cyrano, on se projette maintenant autour de la Première Guerre mondiale. Et bien là, il se passe pour la première fois dans l'histoire une chose qui s'appelle la guerre de masse. Ce ne sont pas seulement des hommes qui se tuent, ce sont des masses qui s'affrontent et qui s'effondrent les unes contre les autres. Millions de morts. Et là, ça va provoquer dans l'héroïsme une rupture fondamentale. Jusqu'alors, le héros, c'était l'homme qui se tient debout. Le héros, c'est l'homme qui meurt debout, qui prend les balles en face. Dans un texte historique de l'historien Sallust, il raconte qu'il y a une guerre civile avec un personnage qui a voulu lancer une guerre civile, Catalina, et la question qui se pose, c'est ont-ils reçu tous leurs blessures de face sur le champ de bataille? Donc il retourne les corps pour voir ceux qui ont reçu les blessures de face, et il est dit de ce personnage, de ce général, qu'il a reçu toutes les blessures de face et qu'il est mort au milieu de ses ennemis, et qu'il n'avait pas une seule blessure dans le dos. Donc le héros, c'est d'abord celui qui meurt debout, avec les blessures en face, qui ne tombe pas le dos à la mort.
Et bien là, avec la Première Guerre mondiale, l'enjeu n'est pas de mourir debout, mais de survivre couché. C'est la boue, les tranchées, les poux, c'est le devenir animal. Si vous regardez, d'ailleurs, nous allons, en lien avec la ville de Volpénil, en lien étroit, proposer un cycle sur les visions de la Grande Guerre, en association avec l'association de la ferme des jeux. Je salue Jean-Christophe Pagès pour sa présence très amicale. Donc, nous allons absolument faire un parcours sur cette Grande Guerre et cette manière dont un effondrement s'est produit à ce moment-là. C'est-à-dire que le héros qui était debout se retrouve à l'état de terrier, comme dirait Kafka, voilà, dans les souterrains. Vous savez que la ligne Maginot, qui était sur 6 niveaux, eh bien, elle était enterrée en partie, et vous savez que, par exemple, à Verdun, toute l'armée française était en rotation. Donc tout le monde est passé par Verdun, enfin ceux qui ont survécu. Donc l'homme couché, et la question est même, est-ce encore un homme, quand on voit, par exemple, certains des films qu'on vous proposera, jusqu'à Un long dimanche de Chansagne, mais d'autres films, Johnny s'en va en guerre, par exemple, ou Les Sentiers de la gloire de Kubrick. Cet homme couché n'a plus de nom. Si vous regardez parmi les monuments aux morts, vous avez des noms, mais quel est le monument aux morts par excellence de la Première Guerre mondiale? La tombe du soldat inconnu. La tombe du soldat inconnu. C'est la première fois dans l'histoire de l'héroïsme, en 25 siècles, qu'un héros n'a pas de nom. C'est un renversement complet. Un héros sans nom. Un héros innommable, en tout cas un héros anonyme. Et où se trouve cette tombe du soldat inconnu? Sous l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire que vous avez le monument par excellence qui représente le triomphe romain avec la grosse initiale de Napoléon qui représente toutes ces victoires du grand homme, de celui qui a conquis la moitié du monde, en tout cas la moitié de l'Europe, le successeur d'Alexandre, de César, et en dessous de ça, vous avez le symbole de l'effondrement de l'héroïsme contemporain. En termes d'emblème, il n'y a pas mieux si vous voulez. Le grand nom et le sans nom, au même endroit. En voyant ça, vous comprenez ce qu'est le XXe siècle et les tragédies qui vont suivre. Donc, vous avez ce poilu, ce héros anonyme, et vous avez bien sûr la figure que nous allons évoquer ensemble plus tard, de Joseph K. C'est-à-dire ce personnage de Kafka qui, lui, n'a plus de nom, n'a plus qu'une initiale. Joseph K. dans le procès, qui deviendra K. dans le château. Et dans le château, quelle sera la profession de ce personnage K? Arpenteur. Il va arpenter, il va marcher. Et que signifie der Prozess en allemand? C'est le procès, pas seulement le procès juridique, c'est le processus, c'est-à-dire l'avancée. Donc on avance et la question n'est plus où on va, la question c'est le processus. On parlera de Kafka, qui est une œuvre absolument immense, lorsqu'on évoquera cette question de l'héroïsme, de la catastrophe. J'avance, et j'avance jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, car nous en avons eu deux, la guerre mondiale, et la deuxième en un sens était presque pire que la deuxième, à supposer qu'on puisse comparer les horreurs. Parce qu'en effet, à la destruction de masse s'ajoute la mort industrielle. C'est-à-dire que les Lumières, qui ont fait de la raison l'alpha et l'oméga, si vous prenez la logique cartésienne, qui dit qu'on va pouvoir se rendre maître et possesseur de la nature, qui va avancer, d'accord, la raison permet le progrès, la raison permet la science. Vous prenez le positivisme du 19e siècle, c'est-à-dire l'idée que la science permet d'accéder à la vérité, et d'ailleurs que peut-être la vérité n'est que scientifique, très bien, et bien vous arrivez jusque-là au moment où on compte dans les chambres à gaz le nombre d'unités, comme était dit, qu'on peut gazer en combien de minutes. C'est d'ailleurs la critique qui sera faite des Lumières en disant voilà la raison aboutit aux chambres à gaz. Scandaleux, mais pas faux. En tout cas, compliqué. Et que devient l'héroïsme à ce moment-là? Là aussi, dualité. L'héroïsme, c'est peut-être, et c'est certainement, de résister. Et nous avons tous en tête cette photo de Jean Moulin, qui était d'ailleurs prise avant la guerre, avec son chapeau, avec cette figure déjà de rebelle, de retranché, qui était prise alors qu'il allait, quelque temps après, s'ouvrir les veines pour refuser d'obéir aux ordres qui étaient donnés de capituler. Et après, il prendra la voie de l'Angleterre, après il sera parachuté, après il organisera les réseaux, et après il sera dénoncé, après il sera torturé, et après il sera une victime, et sans doute que l'une des phrases les plus bouleversantes, en tout cas pour moi, de l'hommage que lui rend Malraux, lorsqu'il accueille les cendres de Jean Moulin au Panthéon, quelques années plus tard, c'est pitié pour ceux qui n'ont pas parlé,
Et pitié aussi pour ceux qui ont parlé sous la torture. Ces mots m'ont toujours bouleversé parce que on ne sait pas à ce moment-là ce qu'est l'héroïsme. C'est qu'à un certain degré, on ne sait pas, comme disent certains, ce que nous aurions fait dans cette situation. Jusqu'où on aurait pu tenir. Qu'est-ce que l'héroïsme dans ces moments-là? Et peut-être même, c'est là que je parle de dualité, que résister certainement est un acte d'héroïsme, nous le savons. Et heureusement, nous avons eu des résistants pour nous rappeler ce qu'était l'héroïsme. Mais symétriquement, peut-être que survivre est déjà, dans ces contextes-là, une manière d'héroïsme. Qu'est-ce que c'est que cet héroïsme de la survie? Rappelez-vous que l'héroïsme, c'était la capacité déjà d'affronter la mort, mais pas seulement de l'affronter, de la dépasser d'une certaine manière, de la subir. Là, on en est arrivé au point où survivre est déjà héroïque. Et lorsque nous allons organiser une journée de l'art contre la barbarie, qui aura lieu le 15 mars, nous vous proposerons justement de réfléchir à cette question, à la manière dont on peut encore, par l'art notamment, dépasser, proposer une survie, un ailleurs, et le spectacle Raïm, que vous avez peut-être vu lorsque nous l'avons proposé le 4 octobre, est exactement là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut survivre, en l'occurrence par l'art, par la musique, et traverser, et peut-être que là, sans leçon, mais peut-être là s'agit-il d'une certaine forme d'héroïsme. J'en arrive bientôt à ma conclusion, puisque nous avons traversé différents moments, pour réfléchir à ce qui, désormais, est devenu aujourd'hui, en tout cas la deuxième partie du XXe siècle. Certainement que les super-héros qui ont été inventés avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, les Batman, Superman, etc., proposent une sorte de surhomme, c'est-à-dire avec ses super-pouvoirs, c'est une manière de projeter des qualités extraordinaires, qui sont soit parce que l'homme vient d'ailleurs, Superman, soit parce qu'il a été inoculé, lui a été inoculé un pouvoir, comme Spider-Man. Bon, admettons. Ce qui est intéressant ici, c'est que la plupart de ces personnages ont une faille. Spider-Man est un raté. C'est un journaliste qui n'a pas beaucoup de chance avec quoi que ce soit. Vous prenez Batman, c'est encore pire. Batman, il est manifestement un peu timbré. Quelque chose un peu décalé, un peu hors norme. D'ailleurs, dans certaines versions, dans certaines bandes dessinées, ça va très loin. Une forme de goût, de la violence. Vous prenez Iron Man, l'homme de fer, il a toute puissance de l'argent, on a vu certains films, voilà. Donc, d'ailleurs le film le montre, il finit dans l'alcool. Donc, au moment où la civilisation, et sans doute que c'est aussi lié au développement technologique, plus il y a de technologie et plus les failles apparaissent. Et l'héroïsme se redéfinit. Donc, super-héros avec leurs failles, et j'opposerai le modèle du Superman très propre sur lui au modèle Batman beaucoup plus obscur, plus sombre justement, et plus nocturne, comme le nom même l'indique. À ce modèle-là du héros en surdimension s'oppose ce que l'on a pu appeler, après la Deuxième Guerre mondiale, de façon parfois paradoxale à mon avis, le héros du quotidien. Que signifie cette formule même du héros du quotidien? On pourrait se dire que c'est antinomique, puisque le quotidien, c'est ce qui n'est pas héroïque. Le quotidien, c'est ce qui est routinier. Le quotidien, c'est ce qui est tous les jours, c'est ce qui est normal. Oui, mais le héros, c'est ce qui est censé être au-delà de la normale. Qu'est-ce que ça veut dire, le héros du quotidien? Et pourtant, on en connaît des héros du quotidien. On en connaît des gens dont la vie, chaque jour, est héroïque. Mais qu'est-ce que ça signifie, sans contester leur singularité? Qu'est-ce que ça signifie, que cet héroïsme du quotidien, de la notion même d'héroïsme? Qu'est-ce que ça dit de notre temps? Je laisse les questions ouvertes parce qu'on les retrouvera dans notre traversée. Et j'en arrive au tout dernier temps, le 12e et dernier temps, le temps où, aujourd'hui, on se pose la question de cet héroïsme, et on se pose la question, à mon avis, à travers deux prismes, qui peut-être sont des transformations et des questionnements. Clairement, parmi les héros contemporains, on considère que ceux qui donnent leur vie, ou en tout cas donnent leur temps pour des causes, notamment des causes humanitaires, sont des formes de héros modernes. C'est une transformation du saint. Médecins sans frontières, c'est-à-dire sauver. Sauver. C'est le saint moderne. C'est déjà ce que disait Camus, c'est-à-dire un saint sans Dieu, un saint laïque. On a ce geste-là. On peut admettre qu'il s'agit d'une forme d'héroïsme, un saint moderne. Et maintenant, et sans doute que là se portent toutes les confusions, lorsque on demande de citer des héros, on va pouvoir vous dire Zidane. Zidane est un héros.
même on pourra aller jusqu'à dire Michael Jackson est un héros. Mais que signifie dans ce cas-là héros, exactement? Est-ce que la confusion n'est pas, et c'est bien normal dans une société spectaculaire, entre star et héros? Autrement dit, est-ce que la confusion n'est pas entre la valeur et la notoriété? Je ne dis pas que ces gens-là sont sans talent, mais est-ce que le talent est suffisant pour provoquer de l'héroïsme? Et peut-être que là, on a un début de question qui va nous permettre de réfléchir à cette notion-là. Donc, si je reparcours rapidement, nous sommes partis de ce héros antique, avec sa dualité entre Achille et Ulysse, et cette tension. Nous avons vu que ce héros de la guerre devient un héros saint, un héros chrétien, avec la tension entre, d'un côté, une figure de la générosité et de l'amour pour l'humanité, et au contraire, un amour qui peut toucher jusqu'à la folie. Que ces deux formes d'héroïne s'hybrident dans le chevalier, héros à la fois de la guerre et de la paix, qui croise le saint et le guerrier, avec cette fois-ci un chevalier positif, de la défense, de la quête sainte, ou au contraire négatif, Macbeth. On a vu ensuite que ce héros national, quatrième temps, est une figure qui permet de cristalliser à la fois le dépassement de l'aristocrate et la nation, Jeanne d'Arc, mais qu'à ses côtés existent des figures plus obscures, où le crime est présent. Ensuite, que le grand seigneur peut avoir une figure soit positive, le Cid, soit négative, Don Juan, sans perdre son héroïsme. Qu'avec la fin de siècle et la décadence aristocratique, eh bien, on a à la fois l'émergence du héros du peuple, isolé, Figaro, Ruy Blas, ou collectif, le peuple, et qu'en même temps, l'aristocratie arrive à un point exacerbé de domination, et liaisons dangereuses. Qu'ensuite, avec la retombée révolutionnaire, c'est la dialectique entre le grand homme, Napoléon, et le héros du désenchantement, Laurentatio. Que la fin de siècle articule encore une polarité avec, d'un côté, un sursaut, Cyrano, et de l'autre, des figures plus souterraines. Que la Première Guerre mondiale, elle, provoque un vrai effondrement du héros, c'est-à-dire des figures, pour le coup, non plus souterraines, mais carrément enfouies, jusqu'à la disparition. Soldat anonyme, Joseph K., ou la figure valorisée du poilu. La Deuxième Guerre mondiale, là aussi, provoque une radicalisation, le survivant, le résistant. Et que les temps contemporains, eux, posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, avec des super-héros ambivalents, et fantasmés bien sûr, et des figures plus anonymes, plus quotidiennes. Et aujourd'hui, la grande ambivalence sur une forme d'héroïsme qui serait quelque part entre l'humanitaire et le spectaculaire. Alors, les questions sont au moins aussi nombreuses que les réponses, vous l'avez vu. C'est ce qui est passionnant dans cette histoire de l'héroïsme, à double face au moins. Et c'est ainsi un voyage qui commence, et nous en verrons quelques étapes ensemble dans les 7 prochaines rencontres, à commencer par une figure du mal, et sans doute que le mal est une bonne manière de réfléchir à l'héroïsme. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a peut-être un peu de temps pour des questions. Parfait. C'est l'idée qu'à chaque fois nous ayons un temps où je vous proposerai un point de vue et puis qu'après nous puissions bien sûr échanger par des questions, des discussions. On a même 2 micros et Gabriel Giraud qui s'occupe de la fabrique des idées avec Brio peut vous passer le micro. Ah, alors c'est Zelda de la compagnie Caractère qui va poser une question. Pardon, mais c'est vrai, du coup j'ai écouté, du coup j'avais une question. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y a une volonté d'être héros et de faire des actes héroïques, alors qu'avant, on était héros malgré soi? Enfin, est-ce que cette réflexion-là permet d'apporter des réponses? Est-ce que c'est pas une nouvelle dimension, une nouvelle donnée dans notre époque? Et qui rejoint en fait le côté du spectaculaire, des médias, etc. Voilà. La question de la volonté est clairement importante. Des héros, malgré eux, ont existé sans aucun doute dans l'histoire, par circonstances, bien sûr. En l'occurrence, j'ai des résistants, des gens qui diront « je n'ai pas pu faire autrement ». Et la circonstance m'a dicté ma conduite. Après, l'héroïsme a souvent nécessairement été un choix. Ça a été une volonté affirmée
de prendre parti, de prendre cause. Aujourd'hui, c'est une vraie question que tu poses, parce que est-ce qu'il y a volonté d'héroïsme? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté d'héroïsme? C'est toute la question qui se pose. Le fait d'avoir, comme le disait un certain Adolf Hitler, pour chacun sa minute de gloire, c'est ce que dit Vercors dans Le silence de la mer, c'est dit, le Führer nous dit que nous aurons chacun notre minute de gloire dans le Reich, chacun. Le fait d'avoir sa minute de gloire n'est pas une volonté d'héroïsme, c'est une volonté de visibilité. Donc pour moi, la question qui se pose, c'est précisément la différence entre la notoriété et l'héroïsme. Donc la question de la valeur, qui est une question évidemment, pas valeur au sens moral, hein, valeur au sens profond, ce qui vaut quelque chose. Et tu mets le doigt sur une question. Je vous en prie, oui. Moi, je pense que l'héroïsme existe toujours. Je ne prononcerai pas bien son nom, mais Kim Moon, vous savez, la birmane, c'est une héroïne. Ah, c'est vrai, on ne parle pas d'héroïne, même d'héroïne colombienne. Je vous promets de parler des femmes longuement lors d'un prochain cycle, mais il a fallu que je suis d'un film. Vous avez raison qu'il y a parmi les figures politiques, on peut penser à Gandhi, on peut penser à Martin Luther King. Donc là, vous parlez d'un héroïsme politique. Oui, parce que sinon, dans votre description, je trouve qu'on va de Caribanti, là. C'est-à-dire que c'est une vision qui est, de mon point de vue, un peu pessimiste sur le devenir. J'en fous personnellement. Le devenir, c'est quand même tourne. Mais on est maintenant avec des figures fantasmées. Demain, ce sera quoi? Donc le héros n'existe plus. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de héros? Vous posez 3 questions fondamentales en une intervention. Merci. Merci. En général, je dis une phrase et puis... il y a 3 questions de temps. Pour 3 ans. Voilà. Au moins. Non, mais vous avez raison, bien sûr. C'est est-ce qu'on a besoin de héros? Moi, je dis oui. Après, on peut en parler. Hein. Moi, je pense que oui. Je pense même qu'une société se définit en bonne partie par ses héros. Vous connaissez peut-être le propos de Brecht, qui, dans La vie de Galilée, oppose il y a deux personnages. Il y a un personnage qui est le disciple de Galilée. Galilée vient d'abjurer. Galilée, qui a été un héros de la pensée, vient parce que l'Église l'a menacé de le torturer. Il a dit « Je renonce et je ne dis pas que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, j'abjure. » Et un de ses disciples déçus dit « Malheureux le pays qui n'a pas de héros. » C'est malheureux un pays qui n'a même pas un héros pour se projeter, pour le dépasser, pour le guider. Et Galilée répond « Non, malheureux le pays qui a besoin de héros. » C'est-à-dire le pays qui n'est pas capable par lui-même d'avoir ses propres valeurs et qui a besoin de figures au-dessus. Donc votre question est un peu celle-là, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de héros? Je pense que ça peut faire du bien, oui. Après, c'est évidemment une chose discutable. Après, deuxième question que vous posez, la discussion reste ouverte là-dessus. Deuxième question que vous posez sur les héros politiques. Oui, sans doute. Alors je ne pense pas que toute grande figure politique soit héroïque. Voilà. Par exemple, Obama, je ne pense pas, ne peut pas être considéré comme héroïque. Après, vous donnez des exemples, même récemment, c'est-à-dire, voilà, cette chef politique birmane dont vous parlez, effectivement. La petite là qui a failli avoir le prix Nobel. Oui. Oh, ce sont des femmes. Dans l'avenir, est-il aux femmes? C'est aussi une bonne question. C'est peut-être qu'il y a une forme d'héroïsme féminin, mais là vous donnez l'exemple de chef politique, c'est intéressant, en fait une figure du grand homme qui serait resté. Voilà. Oui, c'est une bonne remarque. Oui. On a parlé des héros, vous avez peut-être oublié l'anti-héros, qui est une grande fascination, justement peut-être liée à cette décadence de la figure du héros qui fait que maintenant on cherche son antithèse pour découvrir autre chose. Quand je pense que dans la génération des années 80, il y avait un des premiers anti-héros à la télévision, c'était JR. Là, moi, j'appartiens à une génération qui a regardé dans les années 2000 un anti-héros qui s'appelle Dexter. On s'était pris de sympathie pour des héros qui sont tout sauf la valeur, le courage. Et pourtant, voilà, on était là, on se disait, alors, il va y arriver, pas y arriver, on n'avait pas envie qu'il se fasse choper. Il y a quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là pour notre siècle, fin du XXe siècle et même début du XXIe siècle.
Absolument d'accord avec vous, et j'ai fait exprès de ne pas prononcer le mot de anti-héros, parce que je ne voulais pas prononcer le mot de alter-héros, l'autre histoire de l'héroïne, mais effectivement, cette question de l'anti-héros est sans doute déterminante au XXe siècle. Elle commence même avec Céline, avec le voyage au bout de la nuit, où le principal objet du personnage, qui n'est justement pas un héros, c'est d'échapper à la guerre. C'est que grosso modo, alors que tous les personnages, la première scène, il y a une armée qui défile et dit « je vais m'engager ». Il s'engage. Et après, tout le reste du roman, son objectif va être de se tirer de la guerre. Comment est-ce qu'il peut échapper? Comment est-ce qu'il peut s'enfuir? Donc, anti-héros. Cet anti-héros, vous l'avez déjà, en fait, dès un roman latin qui s'appelle Landor, qui date du début, d'accord, vraiment au 1er, 2e siècle. Et en fait, vous avez un personnage qui veut apprendre la sagesse, accéder à la sagesse, qui mange quelque chose, et se retrouve transformé en âne. Et toute l'histoire de ce personnage, c'est tout ce qu'il va subir comme... C'est un roman magnifique. Hein, il va subir comme âne avant de pouvoir redevenir humain. Donc en fait, vous avez comme ça des personnages qui vont subir plein de métamorphoses, plein de problèmes. Et vous en avez un certain nombre de romans, comme Picaret, etc. Donc c'est une figure qui existe, mais vous avez tout à fait raison. C'est après la Première Guerre mondiale, comme par hasard, ces figures de anti-héros vont devenir encore plus radicales. J'avais cité un peu Fantomas, c'est que lui aussi, c'est une sorte de héros négatif, si vous voulez, et on adhère à ce que vous disiez. On ne veut pas qu'il se fasse avoir. Donc c'est vrai que peut-être le XXe siècle est celui des anti-héros, peut-être le nôtre aussi. Et puis, on a eu la tentative de synthèse du héros et de l'anti-héros, parce que vous avez parlé de créateurs d'univers, on commence par Homère, oui. On a les héros arthuriens, tout ça c'est des univers. Oui. Bon, on a George Lucas, qui est un univers à part entière avec côté obscur, force, équilibre de la force. Là on a un personnage qui est dans les 6 épisodes qui sont actuellement parus au cinéma, et donc on a vraiment là un héros qui est même attendu comme l'élu, qui bascule d'une manière tragique. On a un peu tout, parce qu'il est chevalier, on attend de lui qu'il devienne le saint, le grand homme qui doit tout sauver, et mine de rien, c'est par lui que la tragédie arrive, et ainsi de suite. Donc là, on a aussi une tentative de synthèse, on a le héros, le anti-héros, dans un seul cycle. Et c'est ça aussi, enfin, ça, je trouve que c'est aussi novateur, peut-être dans l'écriture, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il y aura comme autre héros. Là, on en a peut-être un qui est très fascinant de ce point de vue-là. Oui, ça c'est une remarque passionnante que vous donnez, ça veut dire la question du cycle, ça veut dire comment un héros lui-même se métamorphose. Donc là, ça complexifie encore la dynamique, ça veut dire qu'effectivement il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs dimensions, et c'est le principe... Et pour rejoindre la remarque de la jeune fille, l'idée qu'il y a une volonté, mais que malgré lui, parce que lui il avait peut-être envie d'être celui qui sauve. Je pense au personnage Anakin. Hein. Oui. Il a envie de sauver. Et mine de rien, quand il a envie de sauver, c'est là que malgré lui, il échoue. Et c'est là où ça rejoindrait l'idée, est-ce qu'on peut être un héros? Non, finalement, il y a une sorte d'élection des circonstances qui fait qu'on... Voilà, mais pour le coup, ce schéma est très classique, oui, je veux dire, parce que oui, prenez par exemple un héros comme Ajax. Ajax, c'est un héros qui est un héros extrêmement puissant, etc. Parce qu'on lui refuse quelque chose, on lui refuse d'avoir les armes d'Achille, il va vouloir tuer tout le monde, et la déesse le frappe de folie, et au lieu d'égorger Agamemnon, etc., Ulysse qui lui a pris des armes, il va égorger des bœufs. Et il est tellement honteux d'avoir égorgé un troupeau de bœufs et de se retrouver couvert de sang, c'est la tragédie de Sophocle, Ajax, qu'il se suicide. Donc si vous voulez, le fait qu'un héros existe et soit perçu comme une figure positive, qui commette par un acte de fureur, qui est exactement ce que fait Anakin Skywalker, voilà, parce qu'il va à un moment devenir tellement fou de rage qu'il va aller massacrer tout le monde, y compris des enfants, et que ça le fasse passer du côté obscur et qu'il arrive à être détruit, en fait, c'est des itinéraires qu'on peut trouver déjà. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cycle, c'est que ça se déploie dans le temps. C'est qu'on a le temps de voir des métamorphoses. Et c'est pour ça que je parle d'une synthèse, parce que quand je vous écoutais, au fur et à mesure, je me disais, mais il correspond presque à tous les profils. Peut-être que Dark Vador est notre héros moderne, c'est tout à fait... C'est désespérant. Tout le temps d'être pessimiste. Non, mais il y a quand même des lueurs d'espoir, sinon on ne ferait pas de théâtre. Parce qu'il y a du bon en lui. Il y a du bon, comme le dira le dernier épisode. Oui, mais ce sont pas des... Il reste du bon en lui. Il n'existe pas. Non, il n'existe pas. D'accord. Après, c'est sûr. Avant, vous pouvez dire, bon, allez, on va dire pour les plus anciens d'entre nous, il y a De Gaulle, c'était un héros. C'était un homme physique. Là, c'est vrai qu'il y a une attente de grand homme. Voilà. Eh bien, c'est pour ça que vous trouvez peut-être pessimiste, mais la question, où sont les grands hommes, où sont les héros, enfin, où sont les De Gaulle modernes? Voilà, c'était votre conclusion. Voilà. Dans la peur, car on n'en peut pas. Non,
mais dans la fiction, évidemment qu'il y a des héros dans la fiction, puisque c'est le lieu même du héros, la fiction. Parce que le héros, ça veut dire soit la personne extraordinaire dans la vie, d'accord, De Gaulle est un héros, très bien, soit ça veut dire le personnage principal d'un roman, d'une action. Ça veut dire deux choses, le héros. Donc qu'il y ait des héros dans la fiction, c'est logique, c'est leur lieu de vie. Voilà. Mais où sont les héros dans la vie? Je rejoins votre question, monsieur. Oui, mais De Gaulle, il existe à peine plus que Dark Vador. C'est le discours sur De Gaulle qui fait que c'est un... Physiquement, il y a de la chair. Oui, d'accord, mais c'est la fiction de Gaulle qui Ah non, mais il a son côté obscur aussi. Mais c'est un héros. Oui. Oui. Mais un héros est toujours les gens... Enfin... Mais je suis pas gaulliste. Non, mais c'est un héros. C'est un héros national. Clairement, De Gaulle a existé historiquement. J'entends ce que vous dites, c'est que ça, c'est très intéressant aussi. C'est que les personnages deviennent des légendes. C'est le cas pour Napoléon, c'est le cas pour tous. Hein. Ils deviennent des légendes, bien sûr. Vous avez raison là-dessus. Mais il y a eu un fond historique. Si l'un d'entre nous voulait prouver que De Gaulle n'a pas existé, il a du boulot. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Historiquement. C'est un révisionnisme de Gaulle. C'est très dur. Voilà. Oui, on est d'accord. Alors ça, c'est absolument passionnant, parce que ça ouvre la question du messianisme des prophètes, etc., qui a un modèle particulier. C'est que le modèle du prophète, c'est non pas seulement dans l'histoire, mais au-delà de l'histoire. Alors, j'ai pensé quand j'ai parlé du saint, et j'ai délibérément pris non pas un saint qui était le Jésus-Christ, mais qui était une figure humaine. Parce que si on prend pour le coup des figures messianiques, là, on ouvre complètement une autre dimension. Mais c'est une vraie question. Ça veut dire, c'est la sortie de l'histoire. Complètement. J'espère que je ne vous ai pas trop désespéré quand même. Bon, s'il n'y a pas d'autres... Oui, je vous en prie, là. Aujourd'hui, beaucoup de petits héros qui ne sont pas visibles et qui font des choses extraordinaires, mais dont on n'est pas au courant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias permettent de montrer les choses que les personnes font, mais il y a des personnes qui ne veulent pas se mettre en avant et qui font des choses héroïques. Donc vous avez, alors là, vous pointez aussi un enjeu très très important, c'est-à-dire que la question de la visibilité un héros n'existe que s'il est connu. Enfin, qu'est-ce qu'un héros caché? Alors oui, par exemple, les résistants qui avaient d'autres noms, etc. Le soldat inconnu, oui. Alors, oui, mais c'est justement un modèle au bout de toute une histoire de l'héroïsme. Ce que vous dites, c'est qu'on est arrivé à un état où il y a tellement de choses qui sont visibles, qui sont données visibles, il y a tellement que la question du discernement, ça veut dire comment vous voyez ce qui est important et ce qui ne l'est pas, s'applique aussi pour l'héroïsme. Et sans doute qu'il y a des choses qui nous aveuglent, qui sont très visibles, d'accord, qui sont des choses de notoriété sans fond, cachent ce que vous décrivez. Ça veut dire, effectivement... Alors ça n'empêche pas que ce soit héroïque, mais simplement, il n'y a pas de connaissance de cet héroïsme-là, il n'y a pas de conscience de cet héroïsme-là. Mais c'est vrai. De toute façon, clairement, la question... Je vous en prie. Non, la question vous savez, il y a Régis Debray dit qu'il y a eu plusieurs sphères. Il y a eu la sphère de l'écrit, il y a eu la sphère de la... Pour lui, c'est des différents médias. Donc l'écrit, la parole, la vidéo, et là, on est dans une autre sphère. Donc ça veut dire que, sans doute qu'on entre dans un monde très différent à cet égard, avec toute la prolifération de choses qui sont vues et surtout qui ne sont pas vues. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'un héros dans une époque spectaculaire? Il y avait la nuit des héros. C'est-à-dire que le héros dont parlait madame, c'est un anonyme qui faisait des choses héroïques, et la seule manière pour lui d'acquérir une sorte de renom, de reconnaissance, il ne la demandait même pas, mais disons que c'était par ces petits reportages qu'on voyait en télé-réalité, enfin en docu-fiction plus, en reconstitution, et donc c'était dans la nuit des héros que l'anonyme devenait héros. Mais ça n'existe plus à la télé. Oui, et alors pour le coup... il atteignait une certaine notoriété. Voilà, ouais. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, il y a juste dans le journal, à la limite. On est tous des héros. Je suis marié depuis 42 ans. Et là, on va parler de l'héroïsme féminin, madame. Il n'y a pas de raison. Voilà. Non, mais vous savez, il y a cette phrase de Churchill qui dit «
l'histoire jugera. Vous savez, Churchill était historien, il était écrivain en plus d'être homme politique. Il dira, l'histoire jugera, mais n'oubliez pas que c'est moi qui vais écrire l'histoire. Donc c'est intéressant, ça, effectivement, qu'est-ce qu'un héros dont on ne parle pas? Enfin, la question de la manière dont le héros devient une parole et devient un propos. Et peut-être que le théâtre, c'est un lieu où justement les héros deviennent des paroles. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci vraiment.